Professeur Mourtala Mbaye, vous êtes spécialiste des questions monétaires et d'intégration régionale comparée. Vous êtes ancien sous-directeur de la BCEAO. Bonjour professeur. Bonjour madame. L'actualité économique dans les pays de l'UEMOA, c'est l'acte officiel que la France vient de poser, mettant fin au franc CFA. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que ça me rappelle curieusement la veille donc des indépendances africaines. Puisque comme vous le savez, à la veille de ces indépendances, il y avait deux groupes de dirigeants africains. Le premier, qu'on appelle les panafricanistes, qui étaient regroupés donc, dans un groupe qu'on appelle le groupe donc, de Casablanca, avec les Cheikh Anta Diop, Marcus Garvey, Burkhard Du Bois, Kwame Nkrumah et Mohamed V, qui est donc le père du roi Hassan II et grand-père donc, de Mohamed VI. Donc ces derniers voulaient que l'Afrique aille à l'indépendance unie. Donc ils voulaient tout de suite qu'on crée donc, les États-Unis d'Afrique. Le deuxième groupe donc, qui avait été donc créé par la France, en tout cas sous l'impulsion de la France, qui était regroupé donc, autour des Senghor, Houphouët-Boigny, etc., les futurs, les dirigeants africains à l'époque, futurs donc chefs d'État, ceux-là donc ne voulaient pas donc, de cette expérience parce que c'était une expérience, donc, comme j'ai dit, inspirée par la France. Parce que la France voulait perpétuer donc, la balkanisation de l'Afrique consacrée depuis la conférence de Berlin de 1885. Et cela, c'était parfaitement donc, dans les intérêts de la France, parce que c'est ce qui arrangeait la France, diviser pour mieux régner. Donc maintenir des micro-États donc, sous sa domination, et malheureusement, nous sommes dans cette situation jusqu'à présent. Maintenant, pourquoi ça avec cet événement de l'euro? Pourquoi les deux événements sont similaires? Parce que dans les deux cas, la France a tenté de saboter une tentative de regroupement des pays africains. Et la France est coutumière du fait. À chaque fois que les États africains essaient de se regrouper, la France leur met les bâtons dans les roues en utilisant des stratagèmes donc, pour faire capoter ces tentatives de regroupement. Merci professeur. Nous voudrions savoir votre pensée sur l'écho. Ce que je pense de l'écho, effectivement, je dis que cet écho-là, c'est tout simplement une tentative donc, de sabotage de l'expérience d'intégration qui était en cours. Parce qu'au-delà même de l'intégration monétaire, nous allons en venir, il y avait même l'intégration politique, donc l'unification politique des États de la CEDEAO. La CEDEAO, qui est composée donc de 15 États d'Afrique de l'Ouest, avant c'était 16, avec le retrait de la Mauritanie maintenant, il y a donc 15 États. Ces États travaillent sur la création d'une monnaie unique, ECO, appelée ECO, depuis l'an 2000, donc depuis à peu près 20 ans. Et cet ECO de la CEDEAO allait entrer en vigueur au premier trimestre, au premier semestre, donc 2020. Bon, s'il y a du retard, peut-être au moins avant fin 2020, cet ECO devait entrer en vigueur. Et cet ECO n'a rien à voir avec l'ECO aujourd'hui que la France brandit avec ses partenaires, donc, notamment donc, le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Pensez-vous que l'ECO serait meilleur que le franc CFA pour nos économies? Je ne le pense pas, parce qu'en fait, cet ECO-là, ils ont essayé donc de changer de dénomination, parce qu'il y a en tout cas une forte pression populaire donc, des pays africains. Il y a une forte pression donc, de la jeunesse africaine, parce que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que le CFA n'était pas donc, la monnaie qu'il nous fallait, en tout cas pour réaliser nos objectifs de développement économique et social. Donc, devant cette pression, ils ont essayé de desserrer l'étau. Donc, ce qu'ils appellent donc ECO, en fait, c'est tout simplement un changement de nom. Bon, ils vont nous dire que effectivement, c'est une réforme du franc CFA dans la mesure où la France va quitter les instances donc, dirigeantes, donc, ou bien l'instance dirigeante de l'UEMOA, qui se trouve être donc la BCEAO. Ils vont dire que donc, les réserves de change vont être dorénavant centralisées par la BCEAO donc, à Dakar, mais je pense que tout cela, c'est un peu du saupoudrage. Dans la mesure où, même si les réserves sont centralisées, ce que la France ne dit pas, et ce que peut-être le commun des mortels ne peut pas saisir, c'est que la France a désigné un superviseur qui va superviser donc les réserves de change, même si elles sont centralisées par la BCEAO.
Quid maintenant des statuts de la BCEAO, puisque à ce moment, je n'ai pas eu vent d'un changement quelconque au niveau des statuts de la Banque centrale. Si donc les statuts ne changent pas, je pense que tous les droits vraiment qui étaient aujourd'hui, que la France avait donc sur cet instant de direction, donc via cet instant de direction sur nos économies, je pense que de ce point de vue, rien ne change fondamentalement. Et c'est là où donc cet écho constitue un saupoudrage. Moi, je pense que en créant cet écho, la France et M. Macron et son partenaire, donc Alassane Ouattara, ils ont voulu couper l'herbe sous les pieds des autres pays représentés au sein donc, de la CEDEAO. Parce que comme je l'ai dit tantôt, la CEDEAO travaillait sur la création d'une monnaie unique. Mais cette monnaie unique, c'était une monnaie qui allait s'affranchir définitivement de la tutelle française. Donc, il n'y aurait plus de garantie française, il n'y aurait plus donc de convention, de compte d'opération avec la France, il n'y aurait plus de centralisation. Donc, les pays africains allaient être donc indépendants pour la première fois, en tout cas du point de vue monétaire. Une banque centrale allait être créée donc pour les 15 pays de la CEDEAO. Cette banque centrale gérerait donc la monnaie, donc cette monnaie africaine, et cette banque centrale aussi donc gérerait dans le sens des intérêts donc des économies des pays africains émettrices donc de cette monnaie. Mais l'écho qu'on vient de créer, comme je l'ai dit tantôt, moi je ne vois pas des changements fondamentaux. Donc c'est tout simplement du saupoudrage. Et c'est pour donc empêcher l'avènement de la véritable monnaie éco. La véritable monnaie éco, c'est la monnaie CEDEAO. Vraiment qui va être donc une rupture par rapport au franc CFA. Pour la première fois, les pays africains pourront avoir donc en leur disposition un instrument donc d'ajustement économique, un instrument de politique économique qu'ils pourront donc manier en fonction donc de leurs objectifs de politique économique. Donc ce qui est en train d'être fait, encore une fois, c'est tout simplement le sabotage d'une expérience de regroupement des pays africains qui cette fois-ci allait avoir donc vraiment un impact réel sur le devenir de ces pays. Selon vous, quelle monnaie faut-il aux pays africains? Je pense que l'éco n'est pas une mauvaise chose, parce que moi, ce qui mon vœu aurait été donc que toute l'Afrique ait une monnaie unique. De toute façon, plus la zone donc d'émission de la monnaie est large, je pense que plus les pays qui ont en partage cette monnaie, plus ces pays en tirent donc un avantage. Parce que ça constitue donc un marché. Donc un marché par exemple de 1,3 milliard d'habitants, parce qu'en ce moment c'est la population africaine, moi je pense que cela aurait été donc un facteur important pour impulser le développement économique et social en Afrique. À défaut de cette monnaie, parce qu'effectivement ce n'est pas facile et ce ne sera jamais facile, parce que les puissances occidentales ne laisseront jamais les pays africains initier des expériences qui iront dans le sens de leurs intérêts, qui iront dans le sens de leur indépendance politique et économique. Ça, les puissances européennes ne laisseront jamais. Il va falloir donc que les pays africains s'arment, que les pays africains, debout comme un seul homme, croient en ce projet pour pouvoir le réaliser. Il va falloir beaucoup de détermination. Donc, si on peut avoir cette monnaie africaine, moi je pense que la monnaie CEDEAO, c'était une bonne chose. Donc, 15 pays qui se regroupent, qui ont une monnaie, et à terme même, qui vont être politiquement unifiés, moi je pense que cela peut être une très bonne chose pour nos économies. Parce qu'au-delà par exemple de l'aspect monétaire, quand on a sa monnaie, mais c'est un instrument d'ajustement économique comme j'ai dit tantôt. Donc on peut, et surtout si par exemple cette monnaie est placée dans le régime de change flottant, flexible, donc nous pouvons manier notre parité en fonction de nos objectifs économiques. Mais actuellement, avec la parité fixe, avec l'euro, je pense que nous n'avons pas beaucoup de liberté de manœuvre. Alors que cet éco aurait pu nous donner vraiment une très grande liberté de manœuvre. Et je pense que pour les pays de l'UEMOA aussi, il n'y a que des avantages. Parce qu'aujourd'hui, avec le CFA que nous avons, les gens en parlent, mais ils ne savent pas que ce n'est pas un avantage pour les pays de l'UEMOA. C'est le phénomène du passager clandestin. Donc les pays de la CEDEAO, donc les autres pays qui sont autour du Sénégal, comme la Gambie, la Sierra Leone, le Libéria, etc., le Nigeria, ces pays utilisent par exemple le franc CFA comme devise au niveau international. Et quand j'entends
certains économistes l'évoquaient, c'est comme si cela était un avantage. Non, ce n'est pas un avantage. Parce que ça veut dire que ces pays, c'est comme s'ils étaient en intégration avec nous sans en supporter les coûts. Donc ils bénéficient des avantages du franc CFA, mais ils ne supportent pas les coûts. Et c'est ça qu'on appelle le phénomène du passager clandestin. Mais le jour où nous aurons une monnaie commune, je pense que cela disparaîtra. Donc les pays de l'UEMOA n'auront plus à supporter donc, ce phénomène qui ne nous est favorable en aucun point. Par conséquent, moi je pense que l'avènement de l'éco serait une très bonne chose pour nos économies. Au-delà de l'aspect économique, quels autres impacts ce changement aura sur les pays concernés? Le changement sera notable. Parce que quand vous avez par exemple votre propre monnaie que vous pouvez manier en fonction donc de vos objectifs de politique économique, mais la monnaie est un levier important. La monnaie est un levier important pour le financement donc, de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, le fait que par exemple la France centralise nos réserves de change, parce que là je dois quand même expliciter un peu, parce que peut-être beaucoup ne comprendront pas c'est quoi la centralisation des réserves de change. La centralisation veut dire donc que les recettes d'exportation issues des transactions qui sont menées par nos opérateurs économiques, une partie, donc 50%, vont aller donc au compte d'opération en France. C'est Paris qui gère ça. Et aux dernières nouvelles, il y avait 12 000 milliards donc, dans ce compte, appartenant donc au pays de l'UEMOA et que la France utilise à sa guise. Ça, nous l'avons toujours dénoncé, nous l'avons toujours décrié. Mais ce n'est pas le plus important. Moi, en tout cas, ce qui me choque le plus, ce qui constitue pour moi le plus un désavantage pour les pays de l'UEMOA, c'est le fait que la France soit présente dans nos instances dans nos instances de direction, dans les instances dirigeantes donc, de la BCEAO. Parce que cela lui permet tout simplement de contrôler le mécanisme donc, de financement de notre économie. Alors que, comme on sait, le financement de l'économie, c'est extrêmement important. Sans moyens financiers, comment une économie peut-elle se développer? Mais comme vous le savez, il n'y a pas de levier pour financer l'économie. Il y a ce qu'on appelle, le premier, c'est le financement donc, direct. Le financement direct, c'est sur le marché boursier, donc c'est sur le marché financier. Et là, nous savons que donc, la BRVM, donc la Bourse régionale des valeurs mobilières donc, de l'Afrique de l'Ouest, qui a son siège en Côte d'Ivoire, les critères exigés par la BRVM, nos entreprises n'ont pas la taille qu'il faut donc pour lever des financements sur donc, ces marchés. Actuellement, les entreprises africaines qui arrivent à se refinancer sur ce marché, ça ne représente même pas 60 entreprises. Donc, cela veut dire que donc, ce mode de financement n'est pas accessible donc, à nos entreprises. Ce qui reste par conséquent, c'est le financement intermédiaire ou bien le financement bancaire. Mais si là encore, la France, par le biais donc, de la convention de compte d'opération, par le biais de la convention monétaire qu'elle a donc avec les pays de l'UEMOA, est présente dans nos comités monétaires, là où se décident donc les politiques monétaires à mener, là où se décident les taux d'intérêt applicables aux banques. Parce qu'il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt applicables aux banques vont être donc vont avoir beaucoup d'impact sur le taux d'intérêt qui seront applicables donc à la clientèle des banques. Et c'est cela aujourd'hui qui rend difficile l'accès de nos entreprises au financement bancaire. Mais demandez à n'importe quel jeune entrepreneur, demandez-lui quel est son plus grand problème, mais la réponse va de soi, ce sera toujours manque de moyens, manque de financement. Pourtant, l'argent est là, mais il y a des critères qui sont mis en place que peut-être même parfois certaines moyennes entreprises n'arrivent pas à satisfaire. À plus forte raison, les TPE, les petites et les très petites entreprises, et qui constituent un tissu important donc, dans tous les pays, et surtout donc, dans les nôtres. Par conséquent, et c'est la France qui a mis ces critères. Par exemple, quand quelqu'un se présente dans une banque pour demander un financement, qu'est-ce qu'on lui demande en premier? On lui demande des garanties. Les garanties, c'est quoi? En général, c'est des titres fonciers. Mais parfois, les garanties qu'on demande à ceux qui viennent solliciter des crédits, mais s'ils avaient des garanties, ils n'auraient même pas eu besoin du système bancaire. Donc, il faut un système bancaire qui fonctionne sans au préalable donc, bloquer en fait les possibilités d'accès au crédit. Et tout cela, c'est la France qui est derrière, parce que c'est des dispositifs que nous avons hérités de la colonisation. Donc, avec cette nouvelle monnaie, moi, je pense que ça nous permettra d'être indépendants et de penser pour nous-mêmes et par nous-mêmes,
et en tout cas de mettre en place des critères qui vont être compatibles avec nos économies, parce que jusque-là, ce n'est pas le cas. C'est des critères donc dictés par l'ancienne puissance colonisatrice. Donc je pense que l'éco pourrait être donc une excellente chose pour nos économies. Est-ce que la crise sanitaire actuelle, qui fait craindre une crise économique, change-t-elle la donne par rapport à la sortie du franc CFA? Oui, tout à fait. Moi, je pense que à la bonne heure. Donc l'éco vient à la bonne heure. Parce que tout un chacun sait qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est complètement désarticulée. L'économie mondiale est bouleversée avec la Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande crainte, en tout cas de tous les dirigeants, même s'ils ne le disent pas, s'ils ne le crient pas orbi et orbi, c'est en fait l'économie. Les économies aujourd'hui sont un peu à l'agonie. Parce que tout simplement, la Covid-19 ne permet plus donc de dérouler l'activité économique. Par conséquent, si vous voyez par exemple des pays comme la France, où on prévoit par exemple 8% donc de baisse du PIB, mais ça c'est extraordinaire, c'est des milliards et des milliards. Vous allez aux États-Unis, c'est à peu près le même. Vous vous rendez compte, 8% de baisse du PIB américain, en plus 31 millions de chômeurs qui arrivent sur le marché, et c'est valable chez nous. Si je prends par exemple l'exemple du Sénégal, où nous avons par exemple 80% des acteurs économiques qui évoluent dans le secteur de l'informel et aujourd'hui qui ne peuvent plus le faire. Parce qu'aujourd'hui, les transports ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Les passagers transportés sont limités avec le couvre-feu, avec l'interdiction des regroupements. Et tout cela, c'est des choses auxquelles bon, le pays ne peut pas soustraire s'il veut rapidement donc, venir à bout donc, de cette pandémie. Donc je pense que après maintenant cette pandémie, je pense qu'il va falloir des politiques économiques hardies, vraiment pour essayer donc de rattraper le temps perdu. Bon, là je mets un peu de bémol, bon, parce qu'aujourd'hui tout le monde la plupart des économistes sont un peu aux abois, bon, les gens ont très peur, mais moi je pense que les gens comparent même cette situation à la crise de 1929. Mais moi, je mets un peu de bémol parce que je me dis qu'en 1929, c'était une crise qui s'était abattue sur l'économie. C'était vraiment une crise proprement économique. Alors que là, c'est l'homme qui a décidé de mettre à l'arrêt donc, la machine économique. Par conséquent, ce ne sera pas aussi difficile pour faire redémarrer donc, cette machine. Le problème maintenant, c'est le manque à gagner. Le problème maintenant, c'est la perte de pouvoir, la perte de marché. Le problème, c'est quoi? C'est la perte de chiffre d'affaires. Bon, le problème, c'est quoi? C'est des entreprises peut-être qui vont faire faillite et qui ne pourront pas se relever après 2, 3 ou 4 mois donc, de paralysie. Là, je pense que maintenant, avoir une monnaie à vous, que vous pouvez manier comme vous voulez, mais regardez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont combien de milliards de dollars aujourd'hui le gouvernement américain, la Fed, la Federal Reserve, a émis pour mettre ça donc à la disposition du gouvernement américain pour venir en aide à l'économie. Mais si le gouvernement américain peut faire ça, c'est parce qu'il a sa monnaie, qu'il peut manier à sa guise. Aujourd'hui, au niveau de la zone euro, ils ont activé ce qu'on appelle le pacte de stabilité, qui leur a permis de lever beaucoup de milliards d'euros pour venir donc en aide à l'économie. Mais nous ne pouvons pas faire ça, parce que nous avons une monnaie qui est aujourd'hui sous tutelle. Donc le jour où nous aurons l'éco, bon, il ne faudrait pas maintenant que certaines personnes se dépêchent pour dire oui, parce qu'il y en a qui ne croient pas aux Africains. Ils pensent que dès que les Africains gèrent quelque chose, ils ne respectent aucune norme, etc. Moi, je dis que non. Et je dis, même si c'est le cas, mais il faut changer. Nous ne pouvons pas, l'Afrique ne peut pas vivre éternellement sous tutelle. Il faut que les Africains grandissent, il faut que l'Afrique grandisse. Comme dirait un proverbe de ma langue, nous ne pouvons pas éternellement vivre sous tutelle française. Donc, il faut que l'Afrique s'affranchisse de cette domination. Il faut que l'Afrique soit responsable. Donc, l'avènement de cette monnaie qui nous est propre, que nous pouvons gérer comme nous voulons veut dire en fonction de nos objectifs de politique économique, je pense que ce sera une excellente chose pour en tout cas pouvoir redémarrer nos économies après donc avoir vaincu donc cette pandémie que s'appelle Covid-19. Quel sera l'impact concret de ce changement de monnaie sur les populations? L'impact sera grand parce qu'en fait,
moi, quand j'appelle de mes voeux donc la création d'une monnaie qui nous est propre, c'est tout simplement pour que tous les projets porteurs de croissance puissent être financés. Donc, si les projets porteurs de croissance sont financés, mais c'est toute l'économie qui va tourner. L'économie va créer beaucoup de revenus et l'économie va créer de la croissance. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus la croissance que nous avons enregistrée au Sénégal depuis peut-être 5 ou même 10 ans, qui est une croissance exclusive, c'est-à-dire une croissance donc des richesses créées presque exclusivement par les multinationales, donc par des sociétés étrangères. Et il va sans dire que celui qui crée les richesses, c'est normal qu'il en bénéficie. Donc si ce sont des entreprises étrangères qui créent des richesses, par exemple, dans nos pays, mais c'est normal que ces entreprises empochent donc ces richesses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle de taux de croissance plus ou moins élevés, mais en fait, les populations ne se sentent pas dans ces taux de croissance. Parce que ce ne sont pas les populations, dans leur écrasante majorité, qui ont créé ces richesses. Donc, si nous avons, par exemple, l'éco, si nous avons donc à inverser la tendance, de manière à ce que cette croissance soit une croissance inclusive, c'est-à-dire du fait donc des populations sénégalaises, du fait donc des populations africaines, il va sans dire que les populations vont avoir vraiment une bouffée d'oxygène, parce que cela va se traduire par une forte création donc, de revenus. Et qui dit création de revenus, dit création donc, de pouvoir d'achat. Effectivement, le sort des populations va se trouver considérablement amélioré. Mais tant que nous avons le CFA qui plombe donc, notre croissance économique, ou bien en tout cas qui nous impose donc une croissance intravertie, je pense que les populations ne se sentiront jamais donc à l'aise, parce que les populations ne participeront pas aux fruits de la croissance. Et qui ne participe pas à la croissance ne peut pas bénéficier des fruits. Donc, cette monnaie qu'on appelle éco, effectivement, je pense que c'est une aubaine. Maintenant, reste à savoir comment donc nous allons l'utiliser. Mais moi, là, quand je parle de ça, je ne parle pas de la monnaie éco dont parle aujourd'hui la France et Alassane Ouattara et ses partenaires. Moi, je parle de l'éco-monnaie unique CEDEAO, gérée par les pays de la CEDEAO, gérée par une banque centrale de la CEDEAO, dans un système de change flexible, donc où la parité de la monnaie est définie en fonction de nos objectifs économiques. Encore une fois, il faut que ce soit clair, moi je parle de cet éco. Mais l'éco aujourd'hui dont on parle la France avec Macron et Alassane Ouattara, cet éco-là pour moi c'est du saupoudrage, c'est rien du tout. Tout simplement, c'est pour desserrer un peu la pression exercée donc, par des jeunesses africaines, la pression exercée en tout cas par en tout cas beaucoup d'Africains épris de justice, de paix et de liberté qui veulent enfin que l'Afrique puisse bénéficier, puisse jouir donc de ses richesses. Des changements en termes de pouvoir d'achat sont-ils envisageables? Absolument, je viens d'en parler. Parce que si on crée de nouveaux revenus, qui crée de nouveaux revenus, crée du pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, c'est quoi? C'est le pouvoir d'acheter. Donc si vous avez des revenus, vous pouvez acheter. Mais si par exemple on continue toujours dans le même canevas, où par exemple les richesses sont créées par des multinationales étrangères, mais ce sont ces multinationales qui vont accroître le pouvoir d'achat. Parce que ce sont ces multinationales qui vont accroître leurs richesses. Donc il faut rompre avec cela. Il faut rompre avec cela. Donc il faut que nous arrivions donc avec une nouvelle monnaie CEDEAO appelée l'éco. Je pense que nous pourrons arriver donc à booster considérablement donc le pouvoir d'achat de nos populations. Nous pouvons arriver donc à booster considérablement nos économies. Et je pense qu'à terme, cela nous permettra même de sortir du schéma dans lequel nous sommes confinés avant les indépendances et qui continue après les 60 ans après les indépendances, c'est-à-dire la division verticale internationale du travail, qui fait de nos pays donc la périphérie spécialisée dans la production et la vente de matières premières, et qui fait donc des pays centres, qui se trouvent être donc l'Europe, des pays donc spécialisés dans la fabrication de produits manufacturés, auxquels donc ils intègrent beaucoup de valeur ajoutée pour venir par exemple nous les revendre à des prix extrêmement élevés. Donc toutes les richesses africaines, tant que nous sommes dans ce schéma, ce sont les pays africains qui en bénéficient. Mais avec une monnaie unique, CEDEAO, que nous contrôlons, je pense que cela peut nous permettre
de booster nos économies, cela peut nous permettre enfin d'être en mesure d'exploiter sur notre sol nos matières premières. Parce que, en fait, c'est ça la bataille. Il faut que l'Afrique arrive à, à transformer ses matières premières sur son sol. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que l'Afrique pourra se développer. Mais un pays ou bien un continent ne peut pas se développer par la seule vente de matières premières. Donc, il faut qu'on arrête. Et je pense qu'une monnaie unique CEDEAO peut vraiment donc aider à réaliser donc ces objectifs. Merci, professeur, d'avoir bien voulu partager avec nos téléspectateurs sur une question aussi cruciale. C'est moi qui vous remercie, madame.